Voilà. 3 minutes pour ça, honnêtement, c'est simple, c'est facile, c'est rigolo. Et c'est nostalgique parce que, encore une fois, ça c'est le programme de... je fais ça la 4e semaine après le début de l'année en seconde. On a deux carrés, nanani nanana. On doit déterminer l'image du point D par la translation de vecteur DA. Ok, donc ça c'est une première chose un peu plus simple. L'image du point D par la translation de vecteur DA suivie de la translation de vecteur AF. Ça veut dire que je prends le point D qui se trouve là. Imaginons que ici je mets ce point orange, c'est lui que je vais déplacer. Donc d'abord je fais la translation de vecteur DA. Celle-là donc, et le point orange, il se retrouve ici. Donc ça, c'est la première position. Ça, c'est la deuxième position. Et ensuite, elle est suivie par la translation de vecteur AF. Autrement dit, celle-là. Et clairement, du coup, le point, il se retrouve téléporté ici. D'accord? Donc, je vais dire que l'image du point D par la translation nanana est le point F. En déduire DA plus AF. Bah, du coup, c'est qui DA plus AF maintenant? Ça va être le chemin que je peux relier entre la toute première origine, donc D, jusqu'à F. D'accord? C'est lui, DA plus AF. Autrement dit, ça fait DF. Et d'ailleurs, ça devrait vous rappeler également une fameuse règle qui s'appelle la règle de... Ah, 3 personnes sur 16. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. La règle de Schall, qui s'écrit comme ça. La règle de Schall, elle dit que si vous avez une somme de la forme AB plus BC entre deux vecteurs, en fait, vous vous rendez compte que au milieu, ces deux vecteurs-là, ils ont la même lettre, B et B ici, vous voyez. Et en fait, l'idée, c'est que vous pouvez, de quelque façon, la simplifier. C'est-à-dire que la somme de ces deux vecteurs-là, ça sera égal à AC. Autrement dit, le vecteur qui commence en A et qui se termine en C. Or, ici, vous aviez DA plus AF. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la lettre A se trouve au milieu de cette somme. Et donc, on peut l'effacer de quelque manière. Donc, on va juste avoir le vecteur DF. D'accord? Avec cette même règle en tête, clairement, quand on nous demande de déterminer DA plus AG, bah, du coup, ça va être DG, sans trop de difficultés. On peut aussi le faire graphiquement, bien entendu, mais déjà, on va nous économiser quand même un peu de temps, donc pourquoi pas. DA plus DG, par contre, je le fais du coup toujours dans mon petit schéma. DA, c'est le vecteur rouge. DG, clairement, il n'est pas déjà enchaîné avec le premier. Donc, il faut que j'en fasse une copie. Donc, je vais prendre ce vecteur-là, DG, et je vais le copier juste après la fin de DA. Autrement dit, je mets son départ à lui, coïncident avec la fin de l'autre. Et donc, si je fais une copie de DG, je le mets juste là. Vous voyez très bien, le vecteur DG, c'est le même vecteur que le vecteur AF. Donc, ce que je fais, c'est que pour faire DA plus DG, bah, je fais en fait DA plus AF. Et donc, quand je fais DA plus AF, le vecteur résultant que je trouve, c'est celui-là. D'accord? Et donc, j'écris DA plus DG égale DF. Voilà. Ensuite, j'ai CA plus EF. Est-ce que ça va ou vous avez des questions jusque-là? Ça va, c'est méga facile. Et surtout, ça vous rappelle tellement de souvenirs heureux et de joie et de bonheur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous avez dit CA plus EF. Pas droit. CA plus EF. Alors là, clairement, ils sont vraiment loin entre eux, mais c'est pas grave. Je vais juste prendre EF. J'en fais une copie. Je l'attaque juste là, vous voyez. Je l'attache, pardon, juste là à la fin de CA. Et donc, je vais faire le chemin de mon point de départ C jusqu'au point d'arrivée. Et j'ai relie ces deux-là. Donc, c'est CG la fin. C'est lui le vecteur somme. Lui, CG. Donc là, je vais mettre CG. Ensuite, j'ai EG plus DA. Et j'ai
plus DA, c'est la somme des deux vecteurs noirs. Ok, je peux effacer la somme de tout à l'heure? Vous ne me posez pas de questions, j'ai l'impression que c'est super clair. Soit vous ne comprenez rien, soit c'est vraiment tellement clair que c'est ennuyant. Laquelle des deux possibilités c'est? Hein? La deuxième? D'accord. Alors je peux arrêter la correction? Est-ce que EG plus DA c'est clair du coup? Ça fait combien? EG et DA, hein, ils sont là. Si je les additionne. DC, voilà. Mais personne n'est mort. DC. Comment DC? Oh là, vous êtes lent, hein. Bonjour, on se réveille, j'ai fait des blagues pourries, mais au moins vous avez des réactions de gens vivantes. EG plus CA. Plus CA. Ça fait combien? Et comment on note le vecteur nul? Bravo. C'est le zéro flèche. Le vecteur nul, c'est le vecteur qui ne bouge pas. D'accord? Les vecteurs, vous savez, ça représente des translations. Le vecteur nul, c'est quand vous ne bougez pas, en fait. D'accord? Et ici, il est obtenu parce que, en fait, si vous superposez les deux vecteurs, d'abord, vous partez à un E, vous arrivez jusqu'à G, et ensuite, en fait, vous revenez en arrière. D'accord? C'est compliqué de le faire superposer, mais l'idée, c'est que vous partez ici, vous arrivez là, et ensuite, vous revenez en arrière. Donc, en fait, vous ne bougez pas. Et le dernier, c'est DEFC. DEFC, c'est la même histoire, en fait. Parce que vous voyez que ces deux vecteurs-là, ils sont exactement le même vecteur, sauf pour le sens qui est opposé. Quand c'est une situation comme ça, le résultat, c'est toujours le vecteur nul. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'un vecteur, il est défini par quels éléments? C'est trois informations. Hein? Pour vous, les informations qui vous définissent en général, c'est prénom, nom, date de naissance, lieu, adresse, tout ça. Pour les vecteurs, il y a juste trois choses. Direction. Et il n'y a pas un mot un peu plus joli et mathématique pour dire longueur? Pour les vecteurs? Non. C'est là. Non, vous l'avez pas. C'est pas grave. La norme. La norme d'un vecteur, c'est sa longueur. C'est pareil. C'est juste que le mot norme, c'est un peu plus la norme en mathématiques. Donc ça, ce sont les trois informations qui définissent un vecteur. Ok? Ça veut dire que si deux vecteurs ont pareil cette information et cette information, mais pas cette information-là, c'est que c'est deux vecteurs qui sont opposés. Non, nul, c'est si je les additionne. Mais si je considère juste les deux vecteurs comme ça, ils sont entre eux opposés. Et les vecteurs opposés, ils s'écrivent, disons que ça c'est U et que ça c'est V, et s'ils respectent ces cette configuration, je peux dire que U est égal à moins V, ou si vous préférez, que V est égal à moins U. D'accord? Oui. On peut faire par exemple U fois V. Tu devrais déjà connaître la réponse, cher Lucas. L'année dernière, vous n'avez pas fait... Comment t'as appelé ça? Produit scalaire, Malek, exactement. Merci beaucoup. Alors, Lucas, un peu de gentillesse tout de même. Même si vous n'étiez pas dans la même classe, vous avez le même programme. D'accord? Non, on n'a pas la même prof. Calmez-vous, calmez-vous. Je ne vous accorderai pas, effectivement, l'obligation de déjà connaître ce que c'est le produit scalaire, parce que de toute façon, on va le refaire. Parce que le chapitre qu'on va commencer aujourd'hui, sans beaucoup de surprises, ça va être vecteur et droite dans l'espace. EG plus DA. EG plus DA. C'est ça? DA plus... Mais c'est EG plus DA. Et alors? Ça, c'est bien DC, on est d'accord. Mais si vous voulez le voir autrement, on peut... Un instant. On peut aussi faire EG plus DA. Et je vais faire la copie de DA, je vais le mettre ici. Et donc, je vais obtenir EF.
D'accord? Mais quelle est la différence entre DC et EF? Il n'y en a absolument pas. Non, mais c'est une très bonne question parce que, en fait, ici, la question sous-jacente, c'est est-ce que la somme est commutative? Vous savez ce que ça veut dire commutative? Ça veut dire que vous pouvez dire que 2 plus 3 est égal à 3 plus 2. C'est-à-dire, vous pouvez inverser l'ordre et mettre les termes, en fait, les arranger comme vous voulez. Et c'est vrai pour les vecteurs. Parce que moi, comme j'avais, je sais pas quelle envie de dessiner en haut, bah, du coup, j'ai fait à la place, disons, de enchaîner une copie de DA derrière EG, bah, j'ai fait l'inverse. J'ai pris DA et j'ai enchaîné une copie de EG. D'accord, Nadrada? Mais le résultat est le même parce que EF est vraiment égal à DC. D'accord? Regarde. Ces deux vecteurs, ils ont clairement la même norme, le même sens et la même direction. Ils sont parallèles parce que ils font partie de deux côtés, de deux carrés qui sont l'un juxtaposé à l'autre. Donc, je suis dans le droit de dire que ça fait DC. D'accord? Comme vous êtes dans le droit de dire que ça fait EF et on est en train de dire la même chose. Clair? Voilà. Ok, parfait. Vous aviez deux exercices à faire avant de partir vers le nouveau chapitre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est là? Oui, Cyrine. On a fini le chapitre sur la DDB, la dérivée. Avec la correction que je dois faire des exercices, oui. Ah, c'est juste ça, c'est fini? Oui, oui. En fait, c'est un chapitre qui est là pour ramener des profondeurs des eaux de votre cerveau, toutes les connaissances de l'année dernière sur la dérivation. Parce que le chapitre après celui que je suis en train de faire reprendra encore la dérivation. Est-ce que je peux maintenant corriger du coup? On était arrivé dans le 144 à cette question-là. D'accord? Et comme j'avais peur de l'oublier, j'ai laissé les calculs encore visibles juste dans mon fichier. Et donc là, il faut utiliser le résultat démontré dans la partie A pour calculer la limite de G en plus l'infini. Alors c'était il y a 2 jours, je vous rappelle brièvement, qu'on avait démontré en fait une inégalité très importante dans la partie A qui était celle-là. D'accord? E à la puissance x au carré supérieur ou égal à x au carré plus 1. Et qu'en fait, on était resté au point où il faudrait en effet... Voilà, on était là. Il fallait utiliser le théorème de comparaison, c'est marqué ici, pour déterminer la limite pour x qui tend vers plus l'infini. C'est la limite qui est écrite ici, du coup. Non, pardon, pas celle-là, excusez-moi. Cette limite-là, c'est ça qui nous intéresse. Et on va le faire avec le théorème de comparaison, d'accord? C'est la limite pour x qui tend vers plus l'infini de e à la puissance x au carré divisé par x. Alors, comment on va le faire? Ben, on va exploiter justement cette inégalité qu'on a juste là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on va dire que nous, on sait que la limite pour x qui tend vers plus l'infini de x au carré plus 1 sur x, eh bien ça c'est égal à la limite pour x qui tend vers plus l'infini de x au carré mis un facteur commun qui multiplie 1 plus 1 sur x au carré, le tout divisé par x qui multiplie juste 1 en fait parce qu'il est tout seul. Et du coup je peux dire que ça c'est égal à, là je fais une simplification avec le 2 et donc il me reste la limite pour x qui tend vers plus l'infini. Alors en bas il reste 1 et un dénominateur égal à 1 c'est comme ne pas avoir de dénominateur. Et au numérateur du coup il reste x qui multiplie 1 plus 1 sur x au carré. Or si x tend vers plus l'infini par le théorème des opérations avec les limites ça fait à l'infini fois 1 et donc ça fait plus l'infini. D'accord? Mais comme je sais que cette inégalité là était toujours respectée, par le théorème de comparaison, j'en déduis que, comme du coup, encore une fois, l'inégalité que je suis en train d'exploiter, c'est celle qui est écrite juste en haut, e à la puissance x au carré divisé par x est supérieur ou égal à x au carré plus 1 divisé par x, bah du coup, je peux affirmer que la limite pour x qui tend vers plus l'infini de e à la puissance x au carré divisé par x est égal lui aussi à plus l'infini. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou ça va? On était resté sur ça, je crois que vous l'aviez déjà compris mardi dernier, mais je voulais vous le rédiger et vous le rappeler assez clairement. C'est très important ça, d'accord? Est-ce que ça va ou pas? Ok. Vous avez vu du coup, la partie A, ça sert à résoudre en fait la partie B. Il y a une conséquentialité, des résultats en cascade les uns après les autres. Okay, il y a vraiment cette idée de l'eau qui descend sur plusieurs niveaux, mais ça suit toujours la même direction. Ayoub?
S'il y a ça dans le rôle 1, je vais faire Ce qui est en haut à droite. Hein. Tout ça, tu veux dire? Ouais. Bah, il faudrait le spécifier, oui, parce que ce n'est pas évident que cette fonction-là, elle ait comme limite plus l'infini. Il faut un peu le spécifier, tu vois. D'accord? Après, encore une fois, ça, c'est un exercice vraiment niveau bac. Hein. Si vous faites tout cet exercice-là, vous pouvez avoir l'espoir d'avoir au moins 6-7 points sur 20. Parce que c'est un gros exercice, hein. Il y a beaucoup de choses dedans. Monsieur Croix, je ne dis pas que, par exemple, x au carré, comme c'est l'exposant est supérieur à x, ça tend forcément pas. Alors, l'exposant, il est supérieur à x, c'est faux. L'exposant, il est supérieur à 1. Oui, il est supérieur à l'autre exposant. Oui. Oui et non. D'accord? Il y a un théorème pour ça, mais mais malheureusement, il n'est pas au programme de terminal SPMAT. D'accord? Donc, il va falloir le faire à chaque fois. La question d'après, sur cet exercice, du coup, on était arrivé à la partie 3A, je crois. Oui, on était là. Montrer que pour tout réel x inférieur à 0, g de x est inférieur ou égal à x plus 1 sur x. Alors, attention à celui-là, du coup. Alors, g de x, déjà, je vous rappelle, c'est la fonction e à la puissance x au carré divisé par x. Je suis en train de le lire juste ici, c'était le début de l'exercice. Je veux être sûr que personne n'a oublié. Je vous rappelle que le but de ce qu'on est en train de faire dans la partie B, c'est de maintenant étudier toutes les limites de g. Donc, on a fait la limite pour x qui tend vers plus l'infini. Et là, il va nous faire déduire, vous voyez, la limite pour g, pour x qui tend vers moins l'infini de g. Et donc, cette limite-là, on va la faire du coup en démontrant que g de x est inférieur ou égal à x plus 1 sur x, si je ne me trompe pas. D'accord? C'est ça qu'il avait demandé. D'accord? Montrer que pour tout réel x inférieur à 0, g de x est inférieur ou égal à x plus 1 sur x. Supérieur? Ah non, inférieur. Ok. Alors, nous, qu'est-ce qu'on sait déjà? Alors, je vais toujours me resservir de ça, d'accord? Donc, je vais me la garder un instant. Pourquoi je vais me servir de ça? Alors, parce que déjà, à gauche, il y a e à la puissance x au carré divisé par x. Et je sais que faire des calculs avec une exponentielle comme ça, ce n'est pas facile. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai en fait? Bah, j'ai x plus 1 sur x. Et ici, petit coup de maquillage. Je fais le dénominateur commun. Ça fait x. Donc, 1 sur x, il devient en fait 1 sur x. Ça n'a pas bougé. Mais par contre, x juste à côté, c'est x au carré. Donc, cette inégalité-là est équivalente à celle-là. Or, pour moi, c'est plus pratique d'avoir celle-là écrite comme ça parce que grâce à ça, je vais pouvoir passer assez facilement de celle-ci à celle-là. Comment je passe très facilement de ça? Eh bien, je sais que si x est négatif, alors, quand je prends cette inégalité et que je la divise par un nombre négatif, donc par x, d'accord, ça c'est le passage que je veux faire ici, donc c'est divisé par x. Et bien qu'est-ce qui se passe? Comme x est inférieur à 0, déjà je peux diviser sans problème, mais surtout comme c'est inférieur, il faut que je change le sens de l'inégalité. Et c'est-à-dire que le sens deviendra inférieur ou égal. Or, je viens de démontrer ce que je voulais démontrer, donc celle-là. Donc, morale de l'histoire, on a utilisé 2 fois la même inégalité, qui est celle encadrée en vert encore juste en haut de mon tableau, pour démontrer 2 choses différentes. Donc, je me dis, oh punaise, mais c'est vraiment utile en fait cette inégalité. Je l'ai déjà exploité 2 fois avec profit, pour démontrer 2 choses différentes, qui vont me permettre de déduire 2 limites différentes. Et ben, je suis content, hein. Vraiment, je suis fier de moi. Donc, pour celle-là, oui. J'ai fait le dénominateur commun. Tu l'as ou pas? Ça, c'était x. Il n'avait pas de dénominateur. Quand je rajoute le dénominateur x, du coup, pour arriver à avoir le dénominateur x, je dois multiplier x fois x. D'accord? Sûr? Donc, ça fait x au carré. Et donc là, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais démontrer, donc je suis content. Maintenant, il faut que je démontre quelle est la limite pour x qui tend vers moins l'infini de
J'ai des x. Ok. Moi, je sais quoi? Alors, est-ce que je connais quelque chose sur la limite pour x qui tend vers moins l'infini de, encore une fois, cette fois-ci, du coup, écrivons-la comme lui me l'a suggéré, hein, x plus 1 sur x. Parce que c'est ça, en fait, dans cette expression-là, vous voyez? Moi, je veux peut-être utiliser l'expression qu'il m'a suggérée, vous voyez bien? C'est x plus 1 sur x, finalement. Si x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini plus 0. D'accord? Donc, je sais que ça fait moins l'infini. Or, je sais du coup que e à la puissance x au carré divisé par x, il est inférieur ou égal à un truc qui tend vers moins l'infini. Donc, je réutilise une deuxième fois le théorème de comparaison. Cette fois-ci, par contre, ne me faites pas détailler parce que je l'ai déjà fait une fois. Donc, dans cette deuxième application, j'exploite l'inégalité dans l'autre sens. Vous voyez? X tend vers moins l'infini, donc je dois... et je sais que du coup la fonction x au carré plus 1 divisé par x, ou si vous préférez x plus 1 sur x, tend aussi vers moins l'infini. Et comme cette fonction-là elle est supérieure à la fonction qui m'intéresse, bah, la fonction qui m'intéresse, donc g de x, je déduis que sa limite pour x qui tend vers moins l'infini est égale de, donc e à la puissance x au carré divisé par x est égal aussi à moins l'infini. Donc là, j'ai, je crois, toutes les limites en main. Parce que je crois qu'on avait déjà démontré une limite lors du cours précédent. C'était... Ouais, c'est ça. Un déduit à la limite 1, ok. Oui, c'est ça. Le but final, c'est de déduire le tableau des variations de G. Ok. Et du coup, on a fait les limites de G en 0 à gauche et à droite, dont je me souviens absolument pas. Donc, on a fait la limite en plus l'infini, en moins l'infini. Maintenant, on va faire la dérivée. Et enfin, on va dresser le tableau des variations. Donc voilà, c'est plutôt tranquille. Il faut montrer que g' de x a le même signe que 2x au carré moins 1. Ça va être simple. Il faut juste faire la dérivée. Et en plus, nous, on connaît déjà la dérivée du numérateur. Donc là, je vais juste dériver e à la puissance x au carré divisé par x. Excusez-moi, j'accélère, mais vraiment, il faut qu'on avance avec le cours. Et du coup, quand je fais cette dérivée, j'applique la règle de dérivation sur la fonction obtenue comme une fraction, du coup. Ce qui fait u' v moins v' divisé par v au carré. Et donc, en suivant ça, la dérivée de u, on l'avait fait ensemble, je vous rappelle, c'était 2x e à la puissance x au carré, fois v, donc fois x, moins la dérivée de v, donc c'est 1, fois e à la puissance x au carré. Voilà, parce que c'est u non dérivé. Et en bas, il y aura x au carré. Alors ça c'est simple parce que du coup ça fait 2x au carré fois e à la puissance x au carré moins e à la puissance x au carré divisé par x au carré. Et moi je veux en étudier le signe. Mais c'est facile d'étudier le signe de ça parce que lui clairement il est toujours positif. Et je peux dire qu'il est positif et jamais égal à 0 parce que je sais que dans le domaine de définition de la fonction, il n'y avait pas, c'était, je vous rappelle, l'ensemble R sans la valeur 0. D'accord ? Donc, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, au numérateur, il faut que je fasse un petit passage. Et effectivement, il faut juste que je dise que e à la puissance x au carré, je peux le mettre en facteur. Et il me reste 2x au carré moins 1. Mais ça aussi, je connais son signe. Il est comment? Toujours positif. Super. Donc, en fait, toute la dérivée, tout le signe de la dérivée, il se cache dans ce terme-là. Or, ce terme-là, c'est 2x au carré moins 1. Or, le texte de l'exercice me disait démontrer que le signe de g' de x est exactement le même signe que 2x au carré moins 1. Top de chez top. On est bon là. Oui. C'est super. Oui. Je veux dire juste qu'on entoure, on met un plus sur les deux trucs et on dit c'est bon. Non. On écrit beaucoup de choses. Mais comme je vous avais dit tout à l'heure, je suis très pressé de passer au prochain chapitre. D'accord? C'est juste que à cette étape de l'exercice, vous avez déjà dit le monde entier sur e à la puissance x au carré. Parce qu'il y avait toute la partie A où on s'occupait que de ça, que de ça, que de ça. Et on a déjà dit que e à la puissance x au carré est autant positif. Donc, même si tu as un temps de rédiger, même si ça suffit pas de faire un cercle bleu et de mettre un plus à côté, ça suffit clairement pas. Mais tu peux juste dire, on sait déjà que e à la puissance x au carré est supérieur à 0 strictement. Fin. T'as pas
besoin de justifier plus parce que tu as déjà justifié auparavant, tu vois. Il ne faut pas dire grâce à la propriété de la fonction exponentielle parce que tu l'as déjà dit tout à l'heure. Alors du coup, l'étude de 2x au carré moins 1, c'est la résolution de cette inéquation-là. Oh, regardez, une inéquation de degré 2. Je vous avais dit que ça ressortirait. Mais ça, c'est vraiment simple à étudier parce que quand je fais le discriminant, je trouve discriminant égal b au carré, mais b c'est 0. Donc ça, c'est juste moins 4 fois 2 fois 1. Excusez-moi, fois moins 1. Donc ça fait tout simplement 8. Du coup, les deux solutions x1 et 2, c'est moins b, mais b c'est 0, on l'a dit. Donc c'est plus ou moins la racine carrée de 8 divisé par 4 parce que c'est 2 fois 2. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que racine carrée de 8, vous pouvez l'écrire très facilement comme étant égal à 2 racines de 2. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Oui. Et donc, j'obtiens deux valeurs. La première, c'est du coup plus 2 racines de 2 divisé par 4. Donc, je simplifie le 2 avec le 4, ça fait racine de 2 sur 2. Et là, c'est moins 2 racines de 2 sur 4. Et donc, je trouve comme valeur moins racine de 2 sur 2. Cette parabole, elle est très heureuse parce que son coefficient A, il est positif. Donc, les deux valeurs vont être ici, moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Et du coup, son signe, ça va être plus, moins, plus. Donc, quand je fais le tableau des signes de la dérivée, je vous rappelle que ici, j'ai la valeur 0 où la fonction n'est pas définie. Là, je mets moins racine de 2 sur 2. Là, je mets racine de 2 sur 2. Là, je mets plus l'infini. Et donc, j'ai presque terminé, promis. Ça, c'est le signe de g' de x. Mais je sais qu'il est comme exactement égal au signe de cette parabole. Et cette parabole-là, il a quoi comme signe? Alors, c'est positif ici, négatif ici, et positif à gauche de racine de 2 sur 2. Donc, quand je passe à faire les variations de g, je trouve une fonction qui est croissante, décroissante, puis encore décroissante, et ici croissante. Avec ici, du coup, un endroit où elle n'est pas définie, et ici, deux valeurs qu'il faut que je remplisse, où elle atteindra un point de minimum et des maximums locaux. Par contre, je peux déjà compléter les valeurs que j'ai calculées pour les limites. Et si je me rappelle bien, on a trouvé moins l'infini ici, on a trouvé, je crois, moins l'infini ici aussi, non? Quelqu'un peut contrôler la limite pour x qui tend vers 0 de gauche. Oui, on trouve moins l'infini. Donc là, c'est plus l'infini, mais vous l'avez déjà dans vos cahiers. Hein. Je n'invente rien, c'est promis. Et ici, c'est encore plus l'infini. Il nous reste juste deux valeurs. Et donc, il faut que je calcule g2 racine de 2 sur 2 et l'autre valeur avec le signe moins. Et donc, comme la fonction, c'est e à la puissance x au carré sur x, je remplace par racine de 2 sur 2. Et donc, je vais trouver et donc ça fait, alors, e à la puissance racine de 2 sur 2 au carré, ça fait e à la puissance, voilà, e à la puissance 0,5. Du coup, comme c'est divisé par une fraction, ça veut dire que c'est multiplié fois la même chose, mais avec le numérateur et le dénominateur inversés. Donc, c'est multiplié fois 2 divisé par racine de 2. Ok? Donc ça fait 2 e à la puissance 0,5 divisé par la racine carrée de 2. Je ne sais pas quelle est cette valeur, je vais l'arrondir dans un instant. Et quand je fais g2 moins racine de 2 sur 2, bah, je trouve exactement la même chose. Mais à la place d'avoir un dénominateur positif, j'ai un dénominateur négatif. Et je vous fais remarquer que du coup, au numérateur, le moins ne change rien parce qu'il est tout de suite élevé au carré. Par contre, au dénominateur, je continue de le sentir. Et donc ça fait moins 2e à la puissance 0,5 divisé par racine carrée de 2. Je me munis de calculatrice. Et la calculatrice me donnera comme valeur approchée 2 fois l'exponentielle de 0,5, le tout divisé par la racine carrée de 2, 2,3. Arrondissons. Donc ça, c'est avec un signe négatif, ça, c'est avec le signe positif. Mais c'est la même valeur. Autrement dit, ça fait
moins 2,3 approximativement. Ça fait 2,3. Voilà. Donc, à gauche, vous avez un maximum local qui est égal à moins 2,3. À droite, vous avez un minimum local qui est égal à 2,3. Ouf. Si après, on demandait de tracer l'allure de la fonction, ça veut dire qu'on trouverait quelque chose qui devrait rassembler à peu près à ça, du coup. D'accord? Similaire à ça. Ok? Voilà. Mais c'est une allure, hein, vraiment, elle n'est pas très précise. Donc, pas nécessaire de l'effacer. En plus, ce n'était pas demandé. Ok, étant donné qu'il est tard, je vais pour le moment bypasser le 143, si vous me le permettez. Ça, c'était un exercice très long et c'était la peine de le faire jusqu'au bout. C'est vraiment type bac, il y a tout ce qu'on peut demander. Et il y a juste peut-être pas l'équation de la droite tangente, mais regardez, c'est vraiment un exercice complet quand même. Il y a beaucoup de questions, elles sont toutes guidées les unes avec les autres, toutes un peu entreliées. Et la chose intéressante, c'est que vous étudiez d'abord une première fonction qui est la fonction f de x, et ensuite la fonction g, et vous utilisez en fait le résultat de la première partie dans la deuxième. Ok? Donc vraiment, c'est un très bon exemple, très bon exercice. Maintenant, on va passer au chapitre 7. Or, le chapitre 7, on va le faire d'une façon beaucoup différente, très différente des autres, d'accord? J'avoue, j'ai oublié un mot. Il y a aussi les plans qu'on va étudier, mais commençons par vecteur et droite. Et surtout qu'à un moment donné, j'avais terminé l'espace aussi. D'accord? Alors, c'est un chapitre qu'on va traiter de façon différente parce que je vous ai distribué un poly. Alors, la raison pour laquelle je dois vous distribuer un poly, c'est qu'on est très... on n'est pas large avec le temps, on va dire. Ce qui veut dire qu'on a très peu de temps pour faire ce chapitre. Et comme vous l'aurez remarqué, c'est un chapitre où il faut écrire pas mal de choses. Et je crois que je ne connais aucun collègue de mathématiques qui ne fait pas ce chapitre sans distribuer un poly, parce que sinon, vraiment, c'est impossible. Enfin, c'est impossible parce que votre capacité de recopier un texte aussi précis est quand même limitée d'une contrainte qui s'appelle juste le temps, en fait. Donc, pour vous faire économiser le temps de la copie, d'accord, surtout pour plusieurs théorèmes et définitions, c'est mieux de les imprimer, tout simplement. Il y a aussi un deuxième avantage. J'ai décidé d'emprunter les cours proposés par Monsieur Monca, que vous connaissez sûrement comme la chaîne Mathétique. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que comme on va faire ce chapitre encore en demi-groupe, je sais que mes vidéos seront disponibles, mais il me semble plutôt utile de vous proposer un deuxième point de vue, une deuxième perspective. Et donc, vous avez à chaque méthode qu'on va étudier ensemble, une vidéo associée que vous pourrez trouver. Alors, ici, clairement, vous ne pouvez pas cliquer sur la photocopie, mais vous pouvez avoir le PDF en ligne parce que je le mettrai dès aujourd'hui. Et donc, si depuis votre smartphone, vous téléchargez le PDF et que vous écrivez que vous cliquez sur le PDF, qui est cliquable, lui, vous pouvez directement passer à la vidéo. Je trouvais que c'était déjà fait, c'était déjà très pratique et que honnêtement, je n'ai pas le temps de faire mieux moi-même avec mes moyens. Parce que je suis déjà en train de vous faire les vidéos avec les cours et honnêtement, je ne peux pas faire les deux parce que mes journées ont la même durée que les vôtres. Mais voilà, j'ai par contre fait des petits changements, c'est-à-dire que la version en ligne que je mettrai, c'est celle du poly complet, alors que moi j'ai rajouté des petits points d'exclamation sur certaines choses. Et en fait, vous remarquerez qu'il y a des trous. Donc j'ai laissé des trous parce que comme ça, quand on va parcourir le poly et le lire et l'étudier ensemble, je vous donnerai des choses à écrire pour remplir au fur et à mesure le poly. Accessoirement, sachez que vous trouverez les mêmes informations dans votre manuel, ça c'est sûr. Mais je dois aussi vous avouer que j'étais très partagé entre la possibilité de vous imprimer du coup directement le manuel pour le retravailler ou un autre manuel et ce poly-là. Et je trouve que, ne serait-ce que juste les images de ce poly, je trouve qu'elles sont un peu plus claires que celles qui sont sur le manuel. Alors après, c'est mon avis à moi, donc voilà, libre à vous d'aller sur le manuel et de le feuilleter. Je trouve juste qu'en fait, les images ici sont particulièrement grandes, en fait. Si vous regardez déjà, ne serait-ce que la page numéro 2, bah, vous allez voir, il n'y a que des dessins en gros. Il y a très peu de texte et beaucoup de dessins.
Bah, c'est parce qu'en fait, c'est un chapitre où il faut vraiment raisonner de façon visuelle, essayer de visualiser les choses, soit en les dessinant, soit dans votre cerveau. Mais quand même, c'est bien d'avoir, je trouve, un support où tout est vraiment dessiné de façon très claire. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra pour le moment, en tout cas. On va faire ainsi tous les chapitres de géométrie dans l'espace. Il y en a 3. Ça, c'est le premier. Il faut qu'on fasse les 3 avant le bac. D'accord? Oui, je sais. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que les chapitres de géométrie dans l'espace, c'est quelque chose que vous voyez tout le temps. Parce que vous vivez dans l'espace. Donc, toutes les règles qui sont ici marquées, bah, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans notre propre salle. Notre salle, c'est, en approximant un peu, un gros parallélépipède. Parallélépipède, vous savez, un rectangle dans l'espace. C'est-à-dire, vous avez une base rectangulaire et après vous l'élevez. D'accord? Ça vous donne un parallélépipède. Donc, cet espace-là. Clairement, on est en train d'étudier notre propre géométrie, celle que nous habitons. Mais mieux que ça, toutes les simulations numériques qui nous permettent de obtenir un film d'animation ou par exemple de modéliser votre cuisine si jamais vous allez la faire réaliser par un architecte ou juste un projet d'une maison. Tout ça, ça se fait aujourd'hui avec des logiciels de modélisation en 3 dimensions. N'importe quel type de simulation qui implique une modélisation 3D, et vraiment, je vous ai fait 3 exemples, mais est-ce que vous voyez vraiment à quoi ça sert? Prenez juste le jeu vidéo le plus simple que vous pouvez imaginer, c'est que de la modélisation 3D. Que de la modélisation 3D. Il faut que vous soyez capable de faire passer à travers un écran, donc un truc plat, un truc 3-dimensionnel. D'accord? Depuis le XIVe siècle, les règles de la perspective, qui donc étudient la géométrie en 3 dimensions, ont été parfaitement étudiées. Et ensuite, pendant le dernier siècle, on les a faites passer par un ordinateur qui nous a permis d'avoir, en plus que les jeux vidéo en 3D en général, n'importe quelle sorte de modélisation qui utilise cette technique. Donc, c'est vraiment important que vous passiez par là parce que dans quasiment tous les domaines d'application que vous pouvez concevoir, il y aura de la 3D. En médecine, bien sûr que oui. Si vous devez projeter un cœur en silicone et plastique, bah, il va falloir que vous le projetiez en utilisant un logiciel de modélisation 3D parce que, surprise, surprise, le cœur est en 3 dimensions. D'accord? Et n'importe quel autre organe parce que notre monde est en 3 dimensions de l'espace. J'essaie quand même de vous indiquer quelle est la bonne voie pour savoir aussi quoi réviser si vous avez à faire un choix. Ce chapitre-là est vraiment important. Bon, maintenant que j'ai motivé, prenons-le un instant. Là, je vais parcourir avec vous ce fichier PDF et je vais vous donner petit à petit toutes les informations. D'accord? Alors, déjà, commençons par lire le départ. Moi, je vous invite du coup à prendre les notes directement sur votre PDF, sur votre papier. Commençons par parler de vecteurs dans l'espace. Si je vous ai fait faire un échauffement avec les vecteurs sur la surface, c'est que, heureusement pour nous, les vecteurs dans l'espace, bah, c'est en fait la même chose. Les vecteurs dans l'espace, ils modifient du coup la façon dont on fait de la géométrie de quasiment aucune façon, sauf le fait qu'on a une dimension supplémentaire à prendre en compte. Mais ce n'est pas si compliqué que ça parce que tout simplement, vous savez que si j'ai un vecteur dans l'espace, je peux toujours un peu le voir comme si c'était un vecteur dans un plan. Et vecteur, plan de l'espace. C'est juste qu'il n'y a pas forcément un plan sur lequel il est obligé de rester. Je peux en prendre plusieurs, vous voyez. Mais dans tous les cas, s'il est dans l'espace, il doit aussi forcément être sur un plan. Vous voyez la logique ou pas? Si vous avez un objet dans l'espace, forcément, il doit faire partie d'un plan. Parce que dans l'espace, en fait, vous pouvez imaginer n'importe quel nombre de plans. Ok? Ne serait-ce que imaginer de faire un sandwich avec plein de plans qui composent tout l'espace, bah, forcément, sur un de ces plans-là, il se trouvera le vecteur que vous considérez. C'est pour ça que c'est important de savoir faire les opérations avec les vecteurs sur une surface pour après savoir faire les opérations dans l'espace. Donc, un vecteur de l'espace est défini évidemment par les 3 choses que je vous avais déjà dit, c'est-à-dire une direction, de l'espace du coup, hein, logique, un sens et la fameuse norme. Alors, très gentiment, il vous rappelle que la norme, c'est la longueur, ce que j'avais déjà fait. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Ah, je peux même faire ça? Ah, voilà, super. Direction, sens, norme. D'accord? Encore une fois, ça c'est l'identité d'un vecteur. C'est comme si on disait c'était prénom, nom, date de naissance. D'accord? Vous savez que comme ça, vous identifiez un vecteur spécifique.
Commençons du coup par quelques notions de, disons, classiques. Hein. On a que le vecteur de l'espace a les mêmes identifiants en fait qu'un le vecteur sur une surface, pareil. Et la première remarque, elle est une remarque qui m'intéresse beaucoup parce que du coup, elle vous dit que les vecteurs de l'espace auront les mêmes propriétés que les vecteurs dans le plan. C'est-à-dire la relation de Schall, qu'on a déjà rappelée, je vous rappelle, ce matin. Et ensuite, les fameuses propriétés en rapport avec la collinéarité. Alors ça, j'ai pas eu le temps de le rappeler ce matin. Mais c'est quoi la collinéarité? Qu'est-ce que quelqu'un peut me rappeler vaguement qu'est-ce que c'est? Il y a déjà... Le mot collinéarité devrait vous faire penser à un autre mot. J'ai entendu le bon mot. Imed, je crois. Tu as dit? Parallèle. Collinéaire, ça veut dire... Le co, ça veut dire que vous partagez quelque chose. Et linéaire, bah, c'est le fait de partager la direction d'une droite, vous voyez? Donc collinéaire, ça veut juste dire parallèle. Mais c'est propre au vecteur. Vous ne dites pas que deux vecteurs sont parallèles, vous dites qu'ils sont collinaires, vous voyez? Donc, pensez que collinéarité, ça veut dire en gros parallélisme pour les vecteurs. D'accord? Donc, deux vecteurs qui seraient dans cette forme-là. Qui auraient cette forme-là. Il est vraiment important que vous vous en souveniez parce que ça va jouer un rôle très, 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 très important. Est-ce que vous vous rappelez de la condition pour que deux vecteurs soient collinaires? Parce que là, je vous ai fait un dessin avec deux vecteurs qui sont collinaires et ils ont aussi même norme d'ailleurs, mais je pourrais aussi avoir deux vecteurs collinaires comme ça. Oui, Lucas? Même direction, même sens. Alors, pas forcément le même sens, mais juste la même direction en fait. Deux vecteurs sont collinaires s'ils ont la même direction tout court. D'accord? Par exemple, ici, vous voyez, dans ces deux vecteurs que je vous ai tracés, c'est toujours deux vecteurs collinaires en fait. Même si on dirait pas parce qu'ils n'ont pas le même sens, mais pourtant, ils sont collinaires. Ça correspond à la définition parce que juste, ils se trouvent sur deux droites parallèles. D'accord? Alors, il y a une condition écrite qu'on doit pouvoir vérifier pour déterminer si deux vecteurs sont collinaires, mais je crois qu'elle arrive tout à l'heure, donc je vous la montre dans un instant. Continuons notre lecture pour le moment. Alors, on lit soit U, donc ça c'est la définition de translation, soit U un vecteur de l'espace, on appelle translation, deux vecteurs U, la transformation qui, au point M, va associer un nouveau point M'. Donc, si la translation s'appelle U, la propriété que doit respecter ce nouveau point M' par rapport au point M, in S, c'est que le vecteur U doit être égal, à votre avis, à quoi? Je vous rappelle que moi j'avais un point M ici. J'avais mon vecteur. J'avais mon vecteur U. Et du coup, j'obtiens mon nouveau point M'. Et donc, comme Imed l'a suggéré, U doit être égal au vecteur M'. C'est ça la condition pour avoir une translation. Hein? Le vecteur U, qui est donc le vecteur qui fait la translation, il doit être égal à le vecteur que vous obtenez en joignant les deux points M', du coup. Juste pour être clair, je vous écris aussi que ça, c'est le vecteur U. Voilà. OK. Donc, on a que... remarque, les translations gardent les mêmes propriétés qu'en géométrie plane. Conservation du parallélisme, orthogonalité, du milieu. Bien sûr, les translations, c'est juste du copier-coller à un autre endroit. Je pense que, voilà, je peux passer rapidement sur ça. OK. Troisième notion, et c'est une notion super importante. Donc, j'aimerais juste la lire ensemble attentivement. Vous avez eu le temps de copier, je pense? C'est pas très long, hein? OK. Les combinaisons linéaires. C'est quoi ce truc? Alors, là, je prends un instant le temps de vous expliquer ce que ça veut dire combinaison linéaire. Alors vous savez ce que c'est une combinaison, je pense. D'accord? L'idée de combiner quelque chose ensemble. L'idée de mettre des choses ensemble. Et ici, on parle de combinaison linéaire de vecteurs. Ça veut dire quoi faire une combinaison linéaire de vecteurs? Quand on était sur la surface, on n'avait pas beaucoup de possibilités pour les directions des vecteurs parce qu'elles étaient toutes sur le même plan. Clairement, avec l'espace, on va pouvoir considérer beaucoup plus de variations
direction en fait, parce que vous pouvez aller partout, tout simplement. Donc, on va pouvoir considérer un type d'opération nouvelle avec les vecteurs qui s'appelle leur combinaison linéaire. Mais cette nouvelle opération, en fait, c'est juste une combinaison des opérations qu'on connaît déjà avant. Justement, une combinaison. Et avec les vecteurs, nous, on sait qu'on peut faire quoi comme opération? Si je vous donne un vecteur U, vous savez qu'on peut faire l'addition. Ça, on l'a fait tout à l'heure. D'accord? C'est avec le symbole plus. Et est-ce que vous vous rappelez de la deuxième opération qu'on peut faire? On l'a pas revu pendant l'échauffement, d'accord? Alors, moins, ça revient à faire une addition des vecteurs. Parce que si tu fais U moins V, en fait, tu es en train de faire U additionné au vecteur moins V. Et division de vecteurs, honnêtement, je ne vois pas trop comment la faire. Multiplication, c'est pas exactement ça. En général, on l'appelle produit scalaire. Mais on ne l'a pas encore vu. Et lui, ça va demander un peu plus d'effort. Mais il y a une autre opération très simple qu'on peut faire avec le vecteur. Ça rappelle la multiplication, mais ce n'est pas exactement ça. C'est quoi? Je peux multiplier un vecteur, mais pas fois un autre vecteur. Fois? Non. Vous vous rappelez de quand on avait un vecteur? Chut. S'il vous plaît. C'est pas pour vous, hein, c'est pour vous. Vous vous rappelez de quand j'avais un vecteur et j'obtenais ce vecteur-là? Je l'ai doublé, clairement. Mais comment j'ai fait pour le doubler? Je le multiplie fois un coefficient, donc fois une valeur numérique qui n'est pas un vecteur. D'accord? Et attention, du coup, ce n'est pas une multiplication entre vecteurs. Donc, je dois le dire, c'est la multiplication fois, soit vous dites un réel, d'accord? Donc, fois un nombre en général. D'accord? Disons que c'est un peu plus joli de dire multipliant par un réel, hein, quand on écrit en français quand même. Ok? Donc, vous pouvez toujours considérer ces deux opérations. Eh bien, une combinaison linéaire de vecteurs, ça va être ce que vous obtenez si vous considérez toutes les possibles combinaisons avec l'addition et la multiplication par un réel de plusieurs vecteurs. Autrement dit, laissez-moi vous faire un exemple. Imaginez d'avoir trois vecteurs. Un premier vecteur comme ça. Un deuxième vecteur, donc ici, on se met dans l'espace. Donc, juste pour vous donner un petit repère, je me mets en plan pour vous montrer que mes vecteurs sont vraiment dans l'espace. D'accord? Là, je mets V. Et puis, on va considérer, d'accord, un troisième vecteur W. OK? Alors, si je fais leur combinaison linéaire, ça veut dire que je considère U plus V plus W, mais je considère aussi la possibilité que chacun d'entre eux puisse avoir été multiplié fois une valeur numérique. Et ces valeurs numériques-là, je les appellerai avec des lettres grecques, parce que j'ai envie. Alpha, bêta et... Comment s'appelle cette lettre? Charlie. Il y a un lien avec Charlie, mais c'est gamma. Le lien, c'est que Charlie, c'est troisième lettre, gamma, c'est troisième lettre. Alpha U plus bêta V plus gamma W. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous considérez, je ne sais pas quel est le prolongement ou peut-être le rétrécissement des trois vecteurs. Mais du coup, vous pourrez imaginer que U, par exemple, à la place d'être le vecteur U de base, qui est donc celui-là, d'accord? Lui, c'était U. Eh bien, maintenant, je vais prendre alpha U. Donc, imaginez, c'est un petit prolongement peut-être. D'accord? Lui, ça va être alpha U. Bêta V. Alors, ça, c'était V. Donc, l'idée, c'est que ici aussi, on est en train de considérer non pas V, mais je suis en train de considérer un petit prolongement ou peut-être rétrécissement, d'accord? Là, je l'ai plus que doublé, par exemple. On va dire que lui, c'est bêta V. Okay? Et gamma W, vous avez ici W. Je me le mets juste à côté.
Et lui aussi, je suis en train de considérer un rétrécissement ou un rallongement. Disons que ici, c'est un rétrécissement pour avoir toutes les options. Pardonnez-moi. Voilà. Disons que c'est ça, du coup. Et maintenant, on considère la somme de ces 3 nouveaux vecteurs. D'accord? Donc, le vecteur rouge, vert et bleu. Donc, lui, c'est mon gamma W. OK? Donc là, je suis en train de mélanger toutes les possibles opérations que je peux faire avec des vecteurs. Évidemment, là, je vous ai fait des opérations simples, mais vous pourrez aussi passer à faire, par exemple, l'opération fois un nombre négatif. Et je vous rappelle que si vous prenez un vecteur et que vous multipliez fois un nombre négatif, vous changez de sens. Hein? Ne l'oubliez pas. C'est pour ça, Inès, que tout à l'heure, quand tu m'as dit la soustraction, je t'ai dit, c'est comme multiplier, voilà, fois un négatif, etc. Donc ici, quand je fais après leur somme, bah, vous savez comment ça marche. Du coup, il faut toujours faire cette règle de l'enchaînement et puis relier le point de départ avec le point de fin. D'accord? Donc, ça voudrait dire que ici, dans l'espace, je choisis un point. D'accord? Par exemple, je peux mettre n'importe quel point d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas besoin de commencer là où il y avait le début du vecteur U, par exemple. Et ben, je peux juste les mettre tous ensemble. D'accord? L'un de suite à l'autre. Alors, je sais que vous avez tendance de penser, oui, mais lui, il peut faire ça facilement parce qu'il peut faire vraiment copier-coller. Oui, j'avoue, mais c'est juste pour vous faire un exemple. D'accord? Donc, si ici, vous allez faire la somme, vous vous retrouvez du coup avec une expression de ce type-là. Je change de couleur. Ça, c'est le point de départ de mon chemin. Et le point de fin, c'est juste ici. Attention, hein, c'est le vecteur bleu du coup. Donc, ça va être un truc de ce type-là. D'accord? Donc, le vecteur orange, lui, c'est du coup alpha U plus bêta V plus gamma W. Encore une fois, ils sont commutatifs. Comme ici, je suis en train de te faire un exemple général, on associe les lettres dans l'ordre alphabétique. Mais voilà, ce n'est pas une obligation, bien sûr. Donc ici, quand on complète du coup notre écriture, là, je vais mettre tout vecteur de la forme alpha U plus bêta V plus gamma W avec alpha, bêta et gamma réels est appelé combinaison linéaire de vecteurs U, V et W. Et vous avez tout de suite après une déjà première application, un premier exemple d'application de cette technique. D'accord? Donc, le fait de représenter des combinaisons linéaires de vecteurs donnés, donc de faire effectivement des sommes et des soustractions avec tout ça. Regardez ici, par exemple, ce qu'il nous donne. À l'aide du cube ci-contre, représenter les vecteurs A, B et C qui sont donnés par, du coup, des combinaisons linéaires. J'espère que vous voyez les combinaisons linéaires dans le fait que quand ici, vous lisez, du coup, AB plus CG plus FH, pardon, excusez-moi. Voilà, quand vous lisez ça, vous voyez ici, c'est comme si alpha, bêta et gamma avaient été choisis pour être égal à 1, 1 et 1. D'accord? Mais c'est ça en fait. Là, c'est juste une somme de 3 vecteurs. Bah, on peut dire que c'est une combinaison linéaire de ces 3 vecteurs-là. D'accord? Alors, dans un instant, je vais vous poser des exercices du coup à faire avec ce type d'application. J'espère que j'imagine que vous savez dessiner, au moins reproduire ce type de cube. Voilà, ça va être juste une suite de dessins géométriques, d'accord, qui va vous permettre d'atteindre le résultat final. Hein. Comme moi, je vous ai montré, on fait juste la copie à l'aide de la règle et du crayon et stylo. Je ne vous fais pas par contre cet exercice-là parce que cet exercice-là, il est corrigé dans votre poly. Et honnêtement, je pense que c'est un des bons moments de révision avant un contrôle. Donc, je ne vous le spoil pas. Vous pouvez comme ça le faire tout seul. C'est détaillé, c'est clair. Et il y a même la vidéo qui le fait. Donc, honnêtement, je vous proposerai d'autres exemples, d'accord, pour vous donner un peu plus de matériel. Tous les exercices de votre livre font référence à un certain cube. Donc, commencez tous par recopier ce cube-là, d'accord. C'est le cube de référence. Et juste pour vous aider dans l'apprentissage, c'est ABCD en bas.
Et ensuite, vous continuez avec E, F, G, H. Et c'est correspondant. Vous voyez, comme vous avez commencé à faire la lettre A à gauche, et c'est la lettre aussi la plus proche de vous, vous faites A, B, C, D en cercle. Et E, F, G, H, vous les faites toujours dans le même sens et à partir du même sommet. Donc, maintenant, ces exercices-là, ils font tous référence à lui. Ok? Donc, je vous le laisse comme ça, ici, comme ça vous l'avez tout le temps. Alors, on commence de façon vraiment très simple à remplacer les pointillés par le sommet du cube A, B, C, D, E, blablabla, qui convient. Ok? Donc, c'est juste histoire de reconnaître comment on fait la somme des vecteurs dans un espace en 3 dimensions, mais c'est le même exercice pareil qu'on a fait ce matin avec les carrés. C'est juste que vous avez... voilà, je vois déjà Hichem en train de faire dans l'air les directions des vecteurs. Non, mais c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut faire, hein, vraiment. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de faire le dessin ici, si vous êtes capable de le visualiser dans votre tête. Pour le corriger de sorte à que ce soit lisible aussi pour les autres, je dois faire des dessins ici, malheureusement. Quand vous allez faire vos vecteurs, n'oubliez jamais que vous avez 3 dimensions ici à considérer, pas juste 2. Nous, on est coincé à donner une représentation planaire, donc sur un plan d'un espace 3-dimensionnel. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Mais ça veut dire que du coup, BA, c'est de ce vecteur-là. Ça veut dire que le vecteur BG, il était celui-là. Mal parti, hein. Voilà. Et donc, quand je me mets à faire mon petit chemin avec mon petit bonhomme, je pars par là. Oh, excusez-moi. Voilà, comme ça. Je pars par là. Quand je pars faire mon petit chemin avec mon petit bonhomme, lui, il va se déplacer en suivant d'abord le vecteur rouge. Et ensuite, il va faire, une fois arrivé là, vous voyez, lui, il veut savoir où aller. Et du coup, il faut que je fasse une copie du deuxième vecteur. Mais le deuxième vecteur, il va partir dans la direction de la profondeur par rapport à ma feuille. D'accord? Donc, quand je fais la copie BG, je dois penser que ce n'est pas une copie sur le carré ABFE, mais c'est sur le carré ADHE. D'accord? La face qui se trouve ici. Ce qui fait que du coup, le vecteur qui résulte de tout le chemin, c'est que moi, du coup, je vais commencer à faire la montée dans ce sens-là. Et donc, je vais me retrouver avec un vecteur final qui va être égal à celui-là. J'espère que c'est clair. Alors, excusez-moi si je prends vraiment le temps de dessiner, mais ici, c'est un peu la base pour réussir les exercices. Il m'aide? BA en haut? Ah, parce que tu n'as pas mis les mêmes sommets? Tu veux dire que tu as fait BA? Du coup, ça fait GH. Ah oui, tu as fait BG plus... Ok, d'accord. Oui, bien sûr, c'est toujours la règle de la commutativité, du coup. C'est pareil dans n'importe quel ordre. Ok, absolument. Pardon, je n'avais pas compris, du coup. Ok, je vais juste vous effacer, du coup. Voilà. Ok, là, on peut recommencer, du coup. Et du coup, le deuxième, c'était... BE-DC, BE-DC-GD. BE, BE. Ensuite, DC, D. Et GD. Alors, lui, il veut, dans l'exercice, il est assez bien marqué. Lui, il veut que je commence avec le point B. Parce qu'après, à la fin, le résultat, il commence avec la lettre B. Donc, quand je me mets ici, je sais que du coup, mon point de départ, je le fixe. C'est clairement celui-là. Je n'ai pas le choix, en fait. C'est lui.
Donc, je les enchaîne à partir de BE. Ok, d'abord, je vais enchaîner avec DC. Et donc, je fais une copie de DC. DC, vous le voyez, c'est un vecteur que je dois donc pouvoir reproduire sur le cube. C'est un vecteur qui est parallèle à, notamment, ce segment. Vous voyez que je suis en train de reprendre la même chose. Donc, BE, DC qui est donc égal à EF. OK? Et ils sont égaux, justement, parce qu'ils sont parallèles, même sens, même direction. Et même longueur, du coup, parce que, même norme, donc, parce qu'on est sur un cube. Et enfin, je fais la copie de GD, qui se trouve sur la face GCDH. Et donc, je fais une copie de lui, qui va commencer là où se termine le vecteur précédent, et qui donc va me reporter là-bas. J'espère que vous voyez comment GD et le vecteur FA, ils sont bien parallèles entre eux. Donc, quand je fais tout le cheminement, ça fait que je pars de là, je monte, je monte, je monte, je vais en parallèle le long de EF, et ensuite je fais FA. Donc, en fait, tout ça, c'est pour obtenir BA. Est-ce que vous aviez trouvé ça? Oui? Bien, bien. Est-ce que je peux en sauter une, du coup? Ok. Tout le monde est bon? Tout le monde d'accord? Ok. Est-ce que la dernière, du coup, c'est nécessaire que je la fasse ou vous pouvez qu'on passe à l'exercice d'après? Hop là. Alors, sur du coup, la 3 et la 4, clair pour tout le monde? Ok. Alors, dans le 17, bon, il vous demande de reproduire le cube, c'est toujours le même, et de placer le point K tel que AK soit égal à AE plus 1/2 BC. Alors, maintenant, on commence du coup à travailler avec des vecteurs qui sont soit rétrécis, soit rallongés, soit changer de direction. Bref, c'est la collinéarité. Ça veut dire que le vecteur 1/2 BC, il va être collinéaire à BC, mais de longueur divisée par 2. Parce que c'est 1/2 de BC. Vraiment, le français ici nous aide parce que on se dit, ça va faire combien de longueur ce vecteur? Bah, ça va être 1/2 de BC. D'accord? Alors, vous m'aidez du coup parce que vous l'avez copié, j'espère. C'est AK égale AE plus 1/2 BC et je dois placer le point K. Donc, AE plus 1/2 BC, ça va être qui? Alors, AE plus 1/2 BC, tout ça évidemment, c'est des vecteurs. AE, c'est donc le vecteur vertical qui fait ça. Et ensuite, j'ai 1/2 BC. Alors, BC, c'est ce vecteur-là. Donc, la moitié de ce segment, il est juste là. Et du coup, 1/2 de BC, ça va être celui-là. D'accord? Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux placer le point K pour que AE plus 1/2 BC, ça fasse quoi? C'était quoi? Le texte? AK? Donc, l'objectif, c'est de faire AK. Donc, ça veut dire que je dois placer le point K à la fin du schéma AE auquel j'additionne après BC. Je fais une copie de BC, mais je la fais où? Je dois la copier sur, du coup, une arête qui soit exactement parallèle. Et ensuite, je dois respecter le sens et la norme aussi. Alors, pour le parallélisme, donc la même direction, hein, je vais me mettre sur EH, clairement. Et ensuite, je vais du coup prendre une copie de BC, donc je m'arrête exactement à la moitié. Et comme moi, je veux avoir comme somme le vecteur AK, c'est-à-dire ce vecteur, c'était mal parti, c'est-à-dire, je réessaye ce vecteur, eh bien, le point K que je vais placer, bah, ce sera exactement ici. D'accord? Pile à cet endroit. Lui, c'est K, c'est-à-dire le milieu du segment EH. Est-ce que tout le monde l'avait trouvé? Vous trouvez que c'est facile? Ça va. Ensuite, placez le point L tel que EL soit égal à EH plus 1/3 EF plus EA. Est-ce que ça a été une réussite ou pas? Qui ne l'a pas réussi? C'est vrai? Du coup, je peux ne pas le corriger. C'est vrai? Bon. Le 18, alors. Qu'en pensez-vous?
Ça, c'est pas clair. Non? Ok. Alors, dans chacun des cas suivants, exprimez le vecteur AB en fonction du vecteur AC. Vous avez copié les textes? Vous pouvez me les dicter après? AB plus 3BC. Ok. Alors, 4AB plus 3BC. Déjà, lui, il veut que j'exprime le vecteur AB. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin, je vais avoir AB égale toute une combinaison linéaire d'autres vecteurs. D'accord? Et en plus de ça, il me dit qu'il veut que j'exprime AB en termes de AC. Donc, il faut qu'ici, il y ait l'apparition de ce AC. Imaginez que c'était 4AB plus AC, plus AC égale à 0. Bah, du coup, je pourrais tout simplement faire 4AB égale moins AC. D'accord? En fait, c'est exactement comme dans les équations. Et ensuite dire, bah, du coup, AB va être égal à moins un quart de AC. Bon. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas ça que j'ai. J'ai une situation un peu plus compliquée, du coup. Et ici, on a 4AB plus 3BC. Donc, moi, je vais exprimer, du coup, BC d'une façon qui impliquera AC et AB. Pardon? BC, c'est quel vecteur? C'est ce vecteur-là. Et moi, je veux l'exprimer du coup en fonction de AC. Mais si je dois l'exprimer en fonction de AC, j'ai aussi le droit de l'exprimer en fonction de AB. Parce que AB, il est déjà présent ici. Pardon, je prends une autre couleur, sinon vous ne lirez rien. Comme il est déjà présent ici, je disais, ça veut dire que si j'arrive à exprimer BC avec AB, bah, il va être pris dans le terme avec AB. Donc ici, moi, mon but devient de exprimer BC en fonction de AC, qui est donc le vecteur bleu, et du petit vecteur AB. Et ça, je peux le faire assez aisément et heureusement, fort heureusement. Parce qu'en fait, je me dis que si je veux obtenir le vecteur BC, une façon que j'ai de l'obtenir, de l'écrire, ce serait de faire quelle opération? Une opération qui implique du coup AB et AC. AC égale AB plus BC. AC égale AB plus BC, avec les flèches, bien entendu. AC moins AB égale BC. Absolument. Super. Une fois que j'ai identifié... Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce qu'il a dit ou pas? Vous les voyez, non? Si j'enchaîne AB et BC, bah, je trouve vraiment AC. Hein. Là, il n'y a pas trop... vous ne devrez pas avoir de doute là-dessus. D'accord? Et après, juste avec une petite réécriture, bah, je trouve bien ça. Donc, ça veut dire que dans mon équation que j'avais, juste là, maintenant je peux écrire 4AB, bon ça c'est pareil, hein, plus 3 qui multiplie du coup AC moins AB égale à 0. Autrement dit au vecteur nul. Et maintenant, c'est plus de géométrie avec tracé de vecteurs, c'est que des calculs, car vous allez faire du coup 4AB plus 3 fois AC moins 3 fois AB égale à 0. Et ensuite, on va faire 4AB, autrement dit, ça fait AB. Il nous reste 3AC égale à 0. Et donc, on conclut par AB égale à moins 3 AC. Quoi? J'ai pas compris, Lucas. Parce que j'ai fait ça moins ça. D'accord? C'est-à-dire que tu avais 4 fois la répétition de AB, en gros, et que tu en as retiré 3. D'accord? Tu sais que le vecteur moins AB, c'est celui-là. 3 fois, du coup, ça fait 1, 2, 3. Et donc, tu te retrouves avec un seul AB. Ici, en fait, ce qui est bien, c'est que la géométrie, ça correspond à l'algèbre.
Alors, il y a une deuxième affaire dans le même genre. Du coup, toujours avec AB, AC et BC. Vous voyez, c'est toujours les mêmes trois. Et maintenant que vous avez compris comment écrire, quelle est la relation en fait qui relie BC, AC et AB, ça devient un peu plus simple du coup de l'exprimer. C'est le 19 qui m'intéresse très rapidement. On considère toujours les mêmes cubes. Est-ce que quelqu'un l'a commencé? Non, personne, hein? Alors, exprimer les vecteurs suivants comme combinaison linéaire des vecteurs AB, AD et AE. C'est pas un exercice difficile. Je vous donne juste la première et ensuite vous allez faire le reste à la maison pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour mardi. Du coup, parce que demain, contrôle. AF exprimé en termes de AB, AD, AE. AB, AD, AE. Alors, AB, AD et AE. C'est ça les trois vecteurs qu'il me suggère comme vecteurs qui doivent exprimer tous les autres. Donc ici, en fait, l'exercice est de prendre un vecteur random, disons, donné par le texte de l'exercice. Ici, c'était le premier, c'était le vecteur AF, donc celui-là. Et le jeu, c'est de l'exprimer en fonction des trois autres. OK? Alors, si on regarde cette situation dans laquelle on se trouve, on peut assez facilement se rendre compte que le vecteur AF, il se trouve posé sur la face frontale que vous avez devant vos yeux, donc la face ABFE. D'accord? Or, le vecteur AD, c'est un vecteur qui sort de cette face. Donc clairement, ce vecteur-là, il est inutile. Vous voyez ce que je veux dire? Le vecteur AD, il va dans la profondeur du cube. Nous, on reste sur la face ABFE. Donc clairement, je sais que le vecteur AF, il va s'écrire comme une certaine combinaison de AE et de AB, mais sûrement, il y aura 0 fois le vecteur AD. Excusez-moi, c'est parce que j'ai prononcé probablement en même temps. Voilà, AF. Et donc, ça sera sûrement 0 fois AD. OK? Ça, déjà, c'est un truc qu'on peut affirmer parce que ce vecteur-là, il ne va pas dans la profondeur. Rimed? Le vecteur AD, lui, il ne fait pas la diagonale. AD, il va, exactement. AD, il va en profondeur. Il ne va pas dans la diagonale. C'est tout à fait ça. Mais du coup, comment je fais pour obtenir AF? Là, je pense que le cas initial, c'est très simple. Ryan, tu veux nous dire? Non, Ah. dans la consigne, ils disent c'est la combinaison, c'est-à-dire on peut tous les faire apparaître. Oui. Oui, alors, le coefficient nul, ça veut dire que si tu ne le fais pas apparaître, tu sais qu'il est là quand même, tu vois. Moi, je voulais vous le dire parce que quand on a défini la combinaison linéaire, on a dit que c'était toujours la combinaison de la forme alpha le premier, alpha fois U plus bêta fois V plus gamma fois W. Donc, tu vois, il y a les trois qui apparaissent à chaque fois. Et donc, je voulais vous les faire apparaître à chaque fois, moi aussi. Ce n'est pas obligatoire après, parce que tu sais très bien que si tu ne le mets pas, tu peux toujours le faire apparaître à coup 0. Donc après, moi je sais que je dois prendre un certain nombre de fois le vecteur AB et un certain nombre de fois le vecteur vert, qui se trouve quelque part, voilà, qui s'appelle AE. Eh bien, combien de fois je dois les multiplier et combien je dois les additionner, Inès? Une fois chacun? C'est ça? Exactement. Parce qu'on fait facilement AF juste en enchaînant AE avec une copie de AB qui se trouvera juste là. Donc ici, je peux juste conclure par écrire. C'est une fois AB plus une fois AE plus 0 fois AD. Alors du coup, pour mardi 15, vous avez la fin de cet exercice et un autre exercice qui est derrière, le 23, d'accord, qui concerne toujours les mêmes sujets qu'on a traités aujourd'hui.